Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. L'école parvient-elle encore à transmettre les valeurs de la République? La question, bien sûr, n'est pas nouvelle, mais elle se pose avec une résonance toute particulière au lendemain des attentats meurtriers de janvier dernier. Alors, dès la fin janvier, on s'en souvient, le gouvernement avait lancé 11 propositions pour mobiliser l'école en faveur des valeurs de la République. Et au même moment, ici au Sénat, à la demande du groupe UMP, était créée une commission d'enquête sur ce sujet, sur le service public de l'éducation, la perte des repères républicains et les difficultés des enseignants. Je vous propose aujourd'hui de voir l'audition menée ce matin par cette commission, l'audition de Jean-Pierre Aubin, cet inspecteur général de l'éducation nationale qui est aussi l'auteur d'un rapport sur la présence de signes religieux dans les établissements scolaires. Je vous laisse découvrir tout de suite son diagnostic et ses propositions. Donc, mes chers collègues, nous débutons aujourd'hui notre séance d'audition en recevant M. Jean-Pierre Aubin, inspecteur général honoraire de l'éducation nationale, actuellement expert associé au Centre international d'études pédagogiques. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, accessible en version papier sur le site internet du Sénat. Docteur en mécanique des solides et en sciences de l'éducation, vous avez, après plusieurs années d'enseignement en lycée et à l'université, exercé diverses responsabilités au sein du ministère de l'Éducation nationale, puis intégré l'inspection générale de l'Éducation nationale en 1990. Au cours de votre carrière, vous avez publié de nombreux travaux sur le système éducatif français et la pédagogie. Vous vous êtes également intéressé aux problématiques de formation des enseignants, d'éducation à la citoyenneté et d'intégration à l'école. C'est en tant qu'inspecteur général de l'Éducation nationale que Luc Ferry, ministre de l'Éducation nationale, vous a confié en 2003 la conduite d'une étude sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Vos mises en garde sur la montée des revendications religieuses et communautaires dans les écoles sont cependant restées plus ou moins lettres mortes, comme vous le soulignez vous-même. Aujourd'hui, avec le recul, elles prennent pourtant une acuité particulière. Notre commission d'enquête a donc souhaité vous entendre pour recueillir, 10 ans après la publication de votre rapport, votre analyse sur l'état actuel de la transmission et de l'application des valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité au sein des établissements scolaires. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, monsieur, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une quinzaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser des questions. Monsieur l'inspecteur général, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, et merci à Messieurs et Madame les sénateurs qui m'avaient invité ici pour cette audition. Je vais, en une dizaine de minutes, exposer quelques points. Tout d'abord, des précisions sur la chronologie du rapport, ensuite les principaux constats et les principales propositions que faisait ce rapport, quelques initiatives à la suite de la publication de ce rapport, quelques initiatives qui ont été prises pour prendre en compte ces conclusions, et puis ce qui n'a pas été fait également. Enfin, une ouverture sur la période présente, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé depuis 10 ans, et un exemple pour terminer. Chronologie du rapport, c'est effectivement moi qui ai eu l'initiative en 2003 de demander aux deux ministres de l'époque, Xavier Darcos à l'enseignement scolaire et Luc Ferry à l'éducation nationale, qui proposait le thème d'études pour l'inspection générale
du groupe établissement et vie scolaire dont je faisais partie à l'époque. Peut-être un mot sur la genèse de cette demande. Pourquoi avais-je été alerté sur un certain nombre de manifestations et, je dirais, c'est un mot que je vais réutiliser, de sécession d'une partie de la jeunesse scolarisée par rapport à la République et par rapport à l'appartenance à la nation française. Dès 1991, j'avais été saisi par des chefs d'établissement de l'Académie de Lyon, dont j'étais responsable à l'époque au titre de l'inspection générale, de manifestations de violence verbale et physique d'un certain nombre de jeunes d'origine maghrébine à l'époque de la première guerre du Golfe. Une solidarité affichée, ouvertement affichée avec Saddam Hussein et opposée à l'intervention française, enfin à l'intervention internationale dont la France faisait partie. Deuxième, je peux parler d'un traumatisme pour moi. 1996, j'enquête sur les ZEP dans l'Académie de Lyon. Je vais dans un collège de ZEP qui s'appelle le collège Montchambon, quartier des États-Unis, à Lyon, et qui est un collège très à la fois populaire et mixte sur le plan social et ethnique. Et le principal me dit, Monsieur l'inspecteur général, voilà, les 2 derniers élèves juifs de mon établissement viennent de partir, je n'ai pas pu les retenir. Ils étaient très nombreux il y a encore quelques années, et le harcèlement dont ils sont les victimes dans l'établissement scolaire, que j'ai pu faire cesser, et maintenant à l'extérieur de l'établissement scolaire, fait que les parents ne peuvent plus tenir et ont choisi de partir soit vers un établissement public de centre-ville, soit vers le privé catholique. J'avoue que j'ai reçu ça comme un choc. Et puis ensuite un certain nombre de publications, dont le célèbre Les territoires perdus de la République, au début des années 2000, m'a incité donc à demander cette enquête de l'inspection générale pour aller sur le terrain, voir réellement de quoi il s'agissait. Ce qui nous a été accordé. Le rapport est remis au successeur de Luc Ferry, qui est François Fillon, et François Fillon le reçoit sans commentaire et ne le publie pas, ce qui était pourtant à l'époque la règle générale pour les rapports de l'inspection générale de l'éducation nationale. Les demandes d'explication auxquelles le doyen de l'inspection générale se livre entraînent les réponses successives suivantes. Tout d'abord, c'est la rentrée de la loi sur le voile. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes qui vont se poser à la rentrée scolaire. Ne jetons pas de l'huile sur le feu. La rentrée se passe très bien. Deuxième raison invoquée, l'enlèvement de nos otages à Bagdad. Et là, la consigne générale à tous les ministères de faire le profil le plus bas sur ces questions religieuses, d'autant plus que je vous rappelle qu'une des revendications était précisément l'abrogation de la loi sur le voile. On arrive en décembre, les otages français sont libérés, et à ce moment-là, on invoque la prochaine loi Fillon sur l'éducation nationale, qui devrait être le seul sujet de communication, nous dit-on, du ministère. Entre-temps, le rapport a fuité. Pourquoi a-t-il fuité? Parce qu'il est connu de, je dirais, au moins une quarantaine de personnes. Les 30 membres du groupe établissement et vie scolaire, évidemment, qui l'ont discuté collectivement, et puis toutes les personnes du cabinet et le directeur de l'administration centrale. Et je m'aperçois en particulier qu'un recteur qui me téléphone le connaît, alors qu'il n'était pas destinataire. Donc, rapidement, des extraits paraissent dans la presse, puis sur un certain nombre de sites où des morceaux choisis dénaturent le rapport, à savoir des sites d'extrême droite, des sites sionistes et des sites féministes, chacun choisissant les morceaux qui l'intéressent. D'où l'initiative que prend d'abord la Ligue de l'enseignement de le publier intégralement sur son site, rapidement suivi par l'UNSA, le syndicat UNSA. Quelques jours après, le ministre le publie sur le site officiel du ministère, mais sans commentaire et sans que jamais aucune réunion, aucun texte, aucune directive ne soit donnée concernant ce rapport. Alors, quels sont les principaux constats? Je les rappelle très très brièvement. 1. Nous observons des atteintes convergentes contre l'enseignement et contre les règles de la vie scolaire.
Nous constatons aussi que ces atteintes ne peuvent pas être spontanées, qu'elles sont au moins encouragées par des groupes qui travaillent les élèves d'origine musulmane dans une sorte de surenchère que depuis le sociologue Gilles Kepel a très bien montré dans son étude sur le 93, dans le livre qui porte ce nom. Et plus préoccupant, une partie de cette jeunesse amorce une sorte de séparation, de sécession, alors non seulement des valeurs de la République, mais je dirais de la nation française. L'idée que nous ne sommes pas français, tout le vocabulaire, les Français et nous et eux, etc., qui montre que, malgré qu'ils le soient français, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont non seulement pas le sentiment d'appartenance, mais ils développent une hostilité de plus en plus ouverte à la France. Les axes de réponse que nous proposons, 3, une politique volontaire et ciblée d'intégration de ces populations dont l'école ne serait qu'un des vecteurs, mais qui nécessiterait une action d'ensemble, un pilotage ferme et constant, et je donnerai tout à l'heure un exemple frappant d'inconstance, et développer surtout les compétences des enseignants pour qu'ils soient en mesure de répondre à ces élèves et de répondre aussi aux contestations dont ils sont l'objet. Alors je dirais que le rapport n'a pas été diffusé, mais il a infusé dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il a été repris, non seulement par les médias, mais également par un certain nombre d'initiatives dans l'éducation nationale. J'en citerai 2 parce qu'il y a eu de multiples initiatives au niveau local, dont je ne suis pas le témoin direct, et qui sont sans doute assez nombreuses. La conférence des directeurs du UFM s'en est saisie et a non pas émis des directives, ce n'est pas son rôle, mais en tout cas des recommandations pour le prendre en compte dans la formation des maîtres. L'association des professeurs d'histoire-géographie a organisé un colloque autour de ce thème et du rapport, et l'inspection générale des sciences de la vie et de la terre l'a pris également directement en compte en ce qui concerne les contestations dont cet enseignement faisait l'objet, vous le savez, sur un certain nombre de points, la sexualité, le darwinisme et plus généralement la procréation. Je dirais que dans un article qui n'a pas été publié, que j'avais écrit en 2007 avec Alain Sexig, qui était, vous le savez, peut-être le responsable de la cellule laïcité du Haut Conseil à l'intégration, jusqu'à ce que cette cellule soit dissoute, nous avions écrit un article pour essayer d'examiner les réactions et les commentaires que ce rapport avait suscité, donc 3 ans après, et 2 ans après sa mise en ligne. Cet article était destiné au temps moderne et le comité de rédaction des temps modernes n'a pas jugé utile de le publier finalement. Donc je l'ai mis en ligne en 2008 sur mon site. Je vous le donne parce qu'il donne des précisions chronologiques en particulier intéressantes, aussi sur les types de réactions qu'il a suscitées, parfois violentes. 4e point, ce qui a changé depuis 10 ans. Alors je dirais que depuis 10 ans, vous avez eu la mobilité tout à l'heure hors micro de me le dire, tous les points que nous avions observés dans le rapport se retrouvent aujourd'hui dans les constats qui ont été faits après les événements dramatiques de janvier. Il n'empêche que le contexte a changé et s'est aggravé. Aujourd'hui, ces constats sont beaucoup plus préoccupants qu'ils ne pouvaient l'être il y a 10 ans. En effet, d'une part, la ségrégation socio-ethnique, la ghettoisation de certains quartiers n'a pas faibli. Et aujourd'hui, sur le plan, je dirais, sur le plan politique, on voit s'affronter, dans la jeunesse en particulier, 2 groupes
qui sont prêts à en découdre. Alors d'une part, ceux que nous avons observés, qui sont travaillés par un islam fondamentaliste, et puis, bon, je prends pour preuve une étude très récente sur la propagation des thèses du Front National dans la jeunesse. Aujourd'hui, un jeune, je crois de 18-24 ans sur 2, est favorable aux thèses du Front National. Et c'est le groupe d'âge qui est le plus favorable à ces thèses. Et ce paysage-là n'existait pas il y a 10 ans. On n'était pas dans cette conjoncture idéologique, en quelque sorte. La situation géopolitique mondiale a considérablement évolué, évidemment. Je ne le détaillerai pas. Et puis, troisième point qu'on découvre, enfin moi, c'est vrai, dont je prends conscience avec une certaine, comment dirais-je, plus que surprise, stupéfaction, c'est les effets d'Internet sur les esprits, et en particulier sur les esprits adolescents. J'ai envie de parler de pathologie de l'entendement. Quand on voit qu'un collégien sur 4, chiffres cités par la ministre, croit aujourd'hui à ce qu'on appelle les théories du complot, c'est-à-dire les récits conspirationnistes, y compris sur les événements de janvier, on est stupéfait. Lorsqu'on sait que, lorsqu'il s'agit de la population générale des 18-24 ans, cette proportion est quand même de 20%, d'1 sur 5. Et surtout, quand on est confronté à ces témoignages que nous ont montrés, écoutés à la radio, montrés à la télévision, de ces lycéens qui sont interrogés par les journalistes et qui soutiennent les choses que le pur bon sens permettrait d'écarter sur ce qui s'est passé en France en janvier, on est proprement non seulement stupéfait, mais un peu désespéré par rapport à ce que l'école, les professeurs ont pu former comme capacité de jugement, de rationalité chez ces jeunes. Et eux-mêmes, on est confronté à un certain nombre de témoignages de manque, de stupéfaction, d'étonnement et un peu de désespoir d'un certain nombre d'enseignants. Je voudrais ici donner un exemple que j'ai, qui est l'un des collèges, le collège Versailles de Marseille, que j'ai visité lors de mon enquête de 2004, de notre enquête de 2004, nous étions 10, et qui m'avait un peu traumatisé. Et j'ai retrouvé Bernard Ravel, principal du collège de l'époque, 3 ans plus tard, 2006, et il m'a raconté cette histoire que j'ai couchée sur papier sous forme de témoignage. Le collège Versailles, enclavé entre l'autoroute et une bretelle de sortie, recrute sur un quartier largement contrôlé par les organisations musulmanes. Au moins 13 lieux de culte sont répertoriés par les renseignements généraux, dont une importante mosquée du mouvement intégriste Tablir, inaugurée en présence du maire de Marseille. Un surveillant du collège y est particulièrement actif. Il organise dans ce cadre de la mosquée de l'aide aux devoirs pour les élèves. Un ouvrage créationniste édité par ce mouvement du Tablir a été retrouvé sur un élève et confisqué. Le hasard impossible, la théorie de l'évolution des êtres vivants analysée par un croyant, par Keskas Mohamed, professeur agrégé de biologie-géologie. Donc, j'ai pris sur moi de demander au ministère qui était ce monsieur, et on m'a dit, eh bien, il est professeur agrégé dans l'Académie d'Amiens. Donc, j'ai téléphoné dans l'Académie d'Amiens, au cabinet du recteur, et on m'a dit, ah oui, il est professeur à l'IUFM d'Amiens. Donc j'ai averti le directeur de l'IUFM et le recteur d'Amiens de ce problème. Je n'ai pas reçu de réponse sur ce qui a pu être fait. Au téléphone, une réaction orale du directeur de l'IUFM a dit « Oh là là, c'est très très compliqué ». Voilà.
Ce monsieur est connu et il sait se défendre. À la rentrée de 2005, 3 professeurs femmes en jupe se font agresser en sortant de réunion. Jettent canettes, injures, salopes, etc. Elles se réfugient dans la pharmacie. L'une d'elles reconnaît un ancien élève. Les professeurs se mettent en grève le lendemain, une cellule de crise est mise en place au rectorat, un signalement est fait au procureur. Quelques jours plus tard, les mêmes enseignantes tentent un nouveau passage sous surveillance discrète de la police et sont de nouveau agressées. Un jeune de 15 ans est arrêté à la fin de la garde à vue devant l'inertie du procureur et en connivence avec le commissaire de police, le principal téléphone au magistrat et lui fait part d'une grève certaine des professeurs, donc reprise de la grève, si ce jeune était libéré. Le procureur le place alors en centre éducatif fermé à Toulon. Dès lors, les sorties de professeurs se déroulent sous protection de la brigade anticriminalité. Un vendredi soir, pendant cette permanence de la police aux portes, 4 jeunes barbus se présentent au portail du collège et demandent à rencontrer le principal. « Faites enlever les flics, il n'y aura plus de problème, mais ça nous empêche de travailler. » Réponse du principal. « Et que dit l'imam de vos trafics ? On ne vend qu'aux mécréants, on n'emboucane pas nos petits. » La réponse qui était faite. Toujours dans le même collège, en période de jeûne musulman, devant les nombreux incidents insultes visant des élèves et une professeure d'origine maghrébine qui continue de manger à la cantine, le principal décide de considérer les élèves pratiquant le carême comme externes et de les renvoyer chez eux afin de protéger les 27 élèves sur 150 rationnaires et le personnel qui ne pratiquent pas la coutume religieuse. Donc cet exemple, ce simple témoignage montre la complexité et l'intrication des diverses entraves aux lois républicaines, la violence faite aux filles, la contestation de l'enseignement, la contestation des règles de la vie scolaire. Dans ce collège, tout est là. Je termine pour dire également que ce qui n'a pas changé, c'est l'absence de formation des professeurs, toujours aussi démunis, et on l'a constaté récemment, face aux manifestations de contestation de certains nombres d'élèves. Je dirais que les mesures annoncées par le Premier ministre et la ministre vont dans le bon sens, mais je m'interroge sur, d'une part, sont-elles suffisamment fortes, ces mesures, et d'autre part, y aura-t-il une constance dans l'action publique? Je voudrais donner un seul exemple d'inconstance sur la question de l'autorité, justement, celle qui a été mise en avant dans le discours du Premier ministre après les attentats, demandant pardon, pas du Premier ministre, du Président de la République, je crois, demandant le rétablissement de l'autorité dans les classes, etc. En 1985, est publié le décret sur les établissements publics locaux d'enseignement, les EPLE. Dans ce décret figure le régime des sanctions qui est laissé à l'appréciation des établissements scolaires et de leur règlement intérieur et un décret complémentaire de décembre 1985 sur le fonctionnement du Conseil de discipline. En juillet 2000, 2 décrets et 2 circulaires d'application sont publiés sur le règlement intérieur, le premier, et le second sur le régime des sanctions. Le régime des sanctions est nationalisé. Il n'est plus à l'initiative des établissements scolaires. Les principes du droit sont introduits dans l'éducation nationale, ou sont rappelés à l'éducation nationale. En février 2004, 4 ans plus tard, une nouvelle circulaire est publiée pour préciser la circulaire de juillet 2000 sur un certain nombre de points, notamment sur le régime des sanctions. En août 2011, ces 2 circulaires sont abrogées par 2 nouvelles circulaires qui changent de nouveau le régime des sanctions, en introduisant 2 sanctions supplémentaires, dont la mesure de responsabilisation censée être une alternative aux autres sanctions, et notamment aux exclusions temporaires et définitives. Le 27 mai 2014, une nouvelle circulaire abroge cette circulaire de 2011 et
change complètement de titre. À la place de régime des sanctions, on parle cette fois-ci d'application de la règle. C'est-à-dire que la sanction est disqualifiée, il faut l'éviter le plus possible, il faut être dans une démarche éducative et évidemment les déclarations du Président et du Premier ministre sur le rétablissement de l'autorité et la sanction de tous les actes qui viendraient s'opposer aux règles de l'établissement est encore un nouveau virage ou presque un tête-à-queue par rapport aux évolutions précédentes. De fait, face à cette avalanche de modifications et cette inconstance dans les orientations des politiques publiques, les acteurs de terrain, pour la plupart d'entre eux, ne connaissent plus l'état des instructions et du droit et restent, pour la plupart, sur des représentations anciennes de ce qu'il convient de faire. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé clair, pour ceux qui n'avaient pas pris le temps de relire votre rapport. Je vais laisser la parole à notre rapporteur, Monsieur Grosperrin. Merci, Monsieur l'inspecteur général. Mes collègues, bien sûr, poseront un ensemble de questions complémentaires à ce que je vais poser, en tout cas au niveau de l'installation du débat. Moi, je voudrais dire, dans un premier lieu, que de temps perdu depuis 10 ans, et peut-être que nous avons une responsabilité partagée de ce rapport qui n'est pas sorti, vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il y avait différents types de raisons, et puis d'une euphémisation, pas des pratiques, mais des mots, parce que je crois qu'on n'ose plus dire les mots, de peur, à un moment donné, de stigmatiser une partie de la population. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, les choses et les mots doivent être dits parce qu'on n'arrive plus à faire respecter les lois de la République de notre pays. Et même si l'école était un des vecteurs, vous l'avez dit aussi dans vos propos liminaires, un des vecteurs, elle participe quand même néanmoins à l'élaboration de la construction sociale de nos enfants. Vous parliez de Lyon tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré, juste une anecdote avant de poser 3-4 questions. J'ai rencontré un principal de Lyon avant-hier, un principal adjoint, qui me disait « On n'a pas le droit de faire remonter les choses parce que notre principal est dans une démarche de promotion interne professionnelle et elle l'a remis... elle l'a recadré en quelque sorte parce que elle attend une promotion et elle lui a fait comprendre qu'ils devaient avant tout régler leurs problèmes en interne et non pas les faire ressortir en externe. Donc il y a une vraie responsabilité, puis il y a un manque de courage, que ce soit à un moment donné des chefs d'établissement, mais aussi un manque de courage des politiques, de droite et de gauche, que nous sommes, avec des mots que nous changeons. Et je crois que les derniers termes que vous avez dit entre le respect, le régime de la sanction et l'application de la règle, ce sont deux choses fortes mais fortement différentes, qui impliquent peut-être un certain type d'idéologie qu'on peut avoir les uns et les autres. Alors, plusieurs questions. Comme je le disais au départ, que de temps perdu, mais 10 ans après la publication de votre rapport, comment évaluez-vous l'état de la transmission et l'application des valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité dans les établissements scolaires? La deuxième question, et je crois qu'elle est liée aussi peut-être à une responsabilité partagée, c'est la perte d'autorité des enseignants et le défaut de discipline peuvent-elles expliquer la perte des repères républicains? Troisième question, vous y avez en partie répondu, sur la transmission des valeurs républicaines à l'école avec la préparation des enseignants. Et certains IUFM l'ont fait, ou en tout cas ont essayé de le faire. Est-ce que ce n'est pas à un moment donné aussi un effet d'annonce qui peut être fait par les ministres, quels qu'ils soient, dans la mesure où on leur demande, où on essaie de réagir dans ce qu'on appelle nous souvent des lois ou des effets tondeuses à gazon, à partir du moment où il y a un problème au sein d'un établissement scolaire, au sein des établissements scolaires, on sort une loi, une circulaire, et comme vous l'avez dit, elle est rarement suivie des faits. Est-ce qu'il faut revoir, quatrième question, est-ce qu'il faut revoir l'arsenal législatif, parce que la loi de 2004 avait en partie essayé d'apporter une réponse partielle, je dis bien partielle, à l'une des analyses de votre rapport. Donc est-ce qu'il faut revoir cet arsenal législatif? Et enfin, une dernière question. L'école ne peut pas tout, vous l'avez dit, c'est un des vecteurs, mais quel rôle l'éducation nationale doit-elle jouer
dans un moment, dans un contexte socio-économique souvent difficile. Merci. Nous avons jusqu'à 10h30, hein, c'est pour ça. Bien, je vais essayer de m'efforcer de répondre à toutes ces questions dans l'ordre où vous me les avez posées. Alors, tout d'abord sur l'état de la transmission des valeurs républicaines. Je suis un petit peu, comment dirais-je, sceptique sur l'effet que vont avoir certaines mesures annoncées par la ministre de l'Éducation nationale pour mieux assurer la transmission de ces valeurs. Le constat est assez clair. Les professeurs, aujourd'hui, ne sont pas formés à la transmission de ces valeurs. Certes, l'article L111.1 du Code de l'éducation stipule que, outre la transmission des connaissances, la première mission de l'école est de faire partager aux élèves les valeurs de la République, mais cet article n'a pas trouvé concrètement de traduction dans les missions concrètes données aux professeurs, dans le second degré en tout cas, et surtout sur leur compétence à le faire, sur leur formation. Jusqu'en 2012, il y avait dans les concours de recrutement à tous les niveaux, dans toutes les disciplines, une épreuve qui s'intitulait « Agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable ». Et dans cette épreuve, les jurys, cette épreuve valait à l'oral 6 points sur 40, ce qui n'était pas négligeable dans un concours. Et les jurys posaient à cette occasion un certain nombre de questions, d'études de cas, qui portaient sur autre chose que la transmission des savoirs disciplinaires. Et la gestion de la classe, la gestion de la violence, la gestion des transgressions de la laïcité, par exemple, figuraient souvent au menu. Et les universités, les UFM à l'époque, y préparaient plus ou moins. Cette épreuve a été supprimée dans la réforme des concours qui est entrée en vigueur en 2014. Et dans les nouveaux concours, on a mis dans une des 2 épreuves orales un membre de phrase dans l'arrêté ministériel qui définit le contenu des épreuves, identique pour tous les concours, à savoir qu'en plus de la discipline, le jury interroge le candidat sur tout le reste, c'est-à-dire la gestion de la classe, la psychologie des adolescents et, à la fin de la 4e ligne, les valeurs de la République. Voilà. Donc, les valeurs de la République englobées dans un ensemble, tout ce qui n'est pas le contenu académique. La dimension académique du métier, plutôt. J'ai eu, pour une raison éditoriale, j'ai écrit un livre qui est censé préparer à certains concours, et pour mettre à niveau ce livre, j'ai consulté l'ensemble des rapports de jury. Je dirais 2 ou 3 jurys ont souscrit à cette instruction ministérielle. La quasi-totalité n'a pas interrogé les candidats, n'a interrogé les candidats que sur la discipline et la didactique de la discipline. Comme la ministre, ou plutôt le cabinet de la ministre, m'a consulté avant de publier le train de mesures qui a été annoncé, sous le titre « Grande mobilisation pour l'école », etc., j'ai signalé ce fait et j'ai dit que, pour moi, il était important de rétablir une partie des preuves dûment coefficientées qui porterait sur la transmission, et uniquement sur la transmission des valeurs de la République, de telle manière que les enseignants soient en mesure de gérer les phénomènes auxquels ils sont confrontés. Et j'ai cru avoir été suivi lorsque j'ai écouté la ministre annoncer qu'une partie des épreuves orales serait réservée à une telle interrogation. Mais j'ai été un peu déçu, je l'avoue, lorsque j'ai vu sous quelle forme
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rétablir une épreuve ou une partie d'épreuve dûment notée, mais simplement d'une lettre qu'elle a adressée au président des jurys de concours pour leur dire d'être attentif à cette question et d'interroger les candidats sur cet aspect des choses. Voilà. Donc j'ai peur que, bon, les présidents de jury vont le faire, mais leurs successeurs, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je pense qu'on va retomber dans l'ornière habituelle de l'éducation nationale, c'est-à-dire des professeurs uniquement centrés sur leur discipline, parce que tout dans la mécanique institutionnelle et dans le recrutement des membres des jurys porte vers cette dérive, cette tradition, cette routine qui ne prend pas en compte la réalité du métier d'aujourd'hui. Deuxième point, la perte d'autorité et les repères républicains. Alors, cette perte d'autorité des enseignants, elle est certaine, elle ne tient pas simplement à eux, elle tient à beaucoup de choses. Je ne vais pas, là, revenir sur la crise de l'autorité, mais cette crise de l'autorité existe, évidemment, et la question n'est pas tant l'évolution sociale et culturelle de nos sociétés que la manière dont les pouvoirs publics tentent d'y répondre. Et je donnais cet exemple tout à l'heure de l'inconstance du ministère sur la question de l'autorité à travers cette cascade de textes qui vont pour les uns dans le sens d'une autorité, je dirais, négociée dans la classe, ce qui est, selon la définition qu'en donne Hannah Arendt, le contraire même de l'autorité. L'autorité ne se négocie pas. Et d'autre part, de retour de l'autorité, c'est-à-dire l'idée qu'aucune transgression ne doit rester sans réponse, qu'on ne doit rien laisser passer, etc. Donc, selon les ministres, selon leur idéologie, qui traverse à la fois la droite et la gauche politique, eh bien, on a des variations que moi je vois très bien chez un certain nombre de mes étudiants, puisque je continue à enseigner à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'Académie de Versailles, et je vois chez ces étudiants stagiaires, fonctionnaires stagiaires en seconde année de master, des conceptions qui sont à la fois des conceptions, qui sont d'abord des conceptions personnelles de l'autorité. Voilà. L'institution n'apprend pas l'autorité, chacun arrive avec sa conception personnelle, née de son éducation, de son milieu familial, de son origine sociale et culturelle, et de ses croyances, de ses convictions. Et l'institution ne vient jamais cadrer, orienter, car elle-même est désorientée. Alors, loi conjoncturelle, effet d'annonce aujourd'hui, peut-être, sans doute. Là, je pense que nous avons tous une responsabilité pour rappeler à nos dirigeants, et vous encore plus que moi, les orientations qu'ils ont définies et pour qu'ils s'y tiennent. Et surtout, je dirais, dans la continuité des alternances ou des changements gouvernementaux de personnalité, simplement, en dehors même de l'alternance. Très souvent, je pense par exemple à la succession au ministère de l'Éducation nationale de Jean-Pierre Chevènement à la suite d'Alain Savary, un ministre de gauche va faire le contraire du précédent ministre de gauche. Et je pense qu'à droite, on a les mêmes exemples. Donc, je pense qu'un meilleur contrôle des politiques publiques s'imposerait, et les parlementaires sont évidemment les garants de la continuité de cette politique publique. Les médias jouent un rôle, évidemment, les citoyens, mais je pense que c'est là une prérogative supérieure des parlementaires. Il
Faut-il compléter la loi de 2004 sur les signes ostentatoires religieux? Là, je vais vous donner une réponse très personnelle que j'ai écrite publiquement il y a peu de temps. Je pense que, enfin, j'ai même pris le pari dans cet article de dire, allez, dans les 10 ans qui viennent, soyons larges, je suis certain que nous serons obligés d'étendre à l'enseignement supérieur la loi de 2004. Je pense que j'ai vu peut-être sans doute large. Je pense que c'est peut-être 10 mois, je ne sais pas, mais que c'est un problème qui va nous empoisonner pendant les mois ou les années qui viennent, parce que on va retrouver le même type de phénomène que dans l'enseignement secondaire. La pusillanimité d'un certain nombre de responsables face à des agressions, face à des transgressions, face à des interventions politico-religieuses sur les bancs de l'université, va entraîner dans les groupes qui sont derrière ces manifestations, qui sont des groupes constitués, le sentiment qu'on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire c'est toujours un test des limites. Ce qui est accordé par un manque de réaction est vécu comme un droit acquis. Et on va chercher à aller encore plus loin, toujours plus loin. Et à un moment donné, évidemment, cela apparaît à l'opinion tellement scandaleux qu'on est obligé de mettre des règles. Je sais qu'aujourd'hui, les universités, alors quand je parle d'enseignement supérieur, je voudrais préciser, contrairement à une idée répandue, l'enseignement supérieur est déjà concerné en très grande partie par la loi de 2004. Beaucoup d'étudiants sont étudiants en classe préparatoire en grandes écoles, en BTS, dans d'autres formations supérieures inscrites dans les lycées et d'autres établissements publics secondaires. Et cette partie qui représente plus de 20% des étudiants est soumise à la loi de 2004. Contrairement à ce qu'a affirmé récemment un prétendu spécialiste de la laïcité, je parle de Jean Bobéro, sur une chaîne de radio, la loi de 2004 ne s'applique nullement aux élèves mineurs, comme il l'a prétendu, à tous les élèves, mineurs et majeurs, pré- et post-bac. Et je pense que assez rapidement, on va être obligé d'examiner cette question, car les universités, dont aujourd'hui le règlement intérieur peut contraindre un certain nombre de limites dans l'expression des convictions religieuses à l'intérieur des universités, mais ne le fait que très rarement, l'État, enfin le Parlement va être obligé de prendre, je pense, une initiative générale, car on ne peut pas aujourd'hui laisser cette initiative aux seuls établissements. Faut-il introduire dans la loi d'autres champs que l'interdiction des signes ostentatoires? Par exemple, l'interdiction de contester l'enseignement. Je ne le pense pas, car l'arsenal législatif et réglementaire aujourd'hui sur l'obligation de l'enseignement permet de sanctionner ces transgressions. Sur les règles de la vie scolaire également, je pense que ces règles, affirmées dans le règlement intérieur, sont suffisantes pour les interdire, les sanctionner. Sur les violences, le code pénal est là pour sanctionner les violences qui sont commises contre les filles, par exemple, les propos discriminatoires, homophobes, qui se multiplient, l'antisémitisme, etc. L'arsenal pénal me semble suffisant. Donc, voilà, faut-il le rappeler dans des circulaires sans doute,
Faut-il légiférer sur cette question? Je ne le pense pas. Quant à la dernière question, Monsieur le Sénateur, sur le rôle de l'éducation nationale dans la transmission des valeurs de la République et plus généralement sur les problèmes de cohésion sociale qui sont posés aujourd'hui et de citoyenneté qui sont posés aujourd'hui par les événements récents, je pense que ce rôle est important, qu'il ne doit pas être non plus surestimé, qu'on ne peut pas confier à l'école des missions qui la dépassent largement. Je pense en particulier à cette mission d'intégration d'une partie de la jeunesse qui fait aujourd'hui sécession. Je pense que ce sont des politiques publiques beaucoup plus larges, notamment sur la mixité sociale, bien évidemment dans l'école, mais également dans l'habitat, qui doivent être développées, et plus largement des politiques qui s'attachent à réduire les inégalités, les discriminations dont souffrent un certain nombre de populations et qui sont quand même une part du terreau sur lequel se développent ces transgressions. Je dis une part parce que je ne veux pas évacuer quand même le contexte géopolitique qui est pour une part de plus en plus grande aujourd'hui, hein, et qui ne dépend pas uniquement de nous, mais là encore dans lequel la France, vous le savez, s'implique à travers ses actions extérieures. Voilà, un rôle de l'éducation nationale qui doit être pris au sérieux, qui doit vraiment être vigoureux. Je dirais que les annonces, je répète, les annonces actuelles vont toutes dans le bon sens. Elles auraient pu, ces mesures, aller plus loin. J'ai donné un seul exemple sur la formation des enseignants, mais on pourrait en donner d'autres où on a l'impression qu'on ne veut pas aller au bout du chemin. Je terminerai quand même par un plaidoyer pour l'éducation nationale, si je peux dire. Dans beaucoup de rapports, dont le mien, on affirme, rien ne peut se faire sans une nouvelle formation, un effort de formation continue des enseignants. Les enseignants sont toujours sur des compétences qui sont de moins en moins en rapport avec leur mission réelle. Une enquête qui date d'une dizaine d'années, tout à fait étonnante, on demandait à un panel d'enseignants représentatifs quels étaient le métier réel et le métier idéal. Bon, leur conception du métier, et puis ce qu'ils avaient à faire dans les classes. C'était tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucun rapport entre eux, ce qu'ils rêvent être leur métier, sur la base de leur engagement, de leur conviction, de leur concours, de leurs compétences, et ce qu'ils sont contraints de faire, je dirais, normalement, dans les classes, avec les élèves en chair et en os qui sont devant eux. Voilà. Tant que la puissance publique ne s'efforcera pas de rapprocher ces deux points de vue, de leur dire, comme dans beaucoup de pays étrangers, voilà les élèves que vous allez avoir. Ils sont comme ça. Il y en a 30% qui vont vous poser des problèmes difficiles, qui vont être en difficulté. Et parmi ces 30%, il y en a encore 10% que vous n'arriverez pas à faire progresser. Enfin, dont la progression ne dépend pas de vous. Et formons les professeurs à leur métier réel. Voilà, leur métier réel et pas un métier qui est celui du 19e siècle lorsque les lycées scolarisaient 3% de la population. Dans cet esprit-là, je pense que le gouvernement actuel a fait une erreur. Une erreur malheureusement difficilement surmontable. Lorsque Alain Savary est arrivé au pouvoir à l'Éducation nationale en 1981, il s'est trouvé devant le même choix, réformer la formation initiale ou favoriser la formation continue, s'occuper de 20 000 personnes ou de 800 000. Il a fait le choix de la formation continue. Et la formation continue s'est développée de manière considérable. À la fin des années 80,
nous en étions à environ 5 jours de formation annuelle par enseignant en poste. C'est une moyenne, ce n'est pas une réalité. Ça ne veut pas dire que tous les enseignants en poste avaient 5 jours de formation. Nous en sommes à 2 jours aujourd'hui. En revanche, on a réservé 20 000 emplois nouveaux pour la formation initiale des enseignants. J'étais récemment dans l'académie de Toulouse avec le responsable de la formation continue des enseignants, des personnels de l'éducation nationale dans l'académie de Toulouse. Il me dit, voilà, j'ai fait tous mes calculs, tout poste de dépenses confondu, je dispose de 250 € par personne en formation continue. Sur ces 250 €, 225 vont aux frais de déplacement des stagiaires. Voilà, il me reste 25 € pour la formation proprement dite par personne. Nous sommes, je reprends les mots du président de la République, dans une déshérence de la formation continue. On ne peut pas avoir les objectifs ambitieux que nous avons aujourd'hui en matière de citoyenneté, de transmission des valeurs, plus généralement de réforme du collège, de rapprochement de l'école et du collège, sans un puissant effort de formation continue. Sinon, les enseignants vont non seulement être des freins, mais ils vont développer de l'hostilité par rapport à tout ça. On va leur dire, voilà ce que vous devez faire, mais on ne vous apprend pas à le faire. Donc, si nous voulons vraiment redévelopper la formation continue, il faut un puissant effort budgétaire d'abord. C'est une condition de départ, évidemment, ce n'est pas la seule. Et je crains que le développement de la formation initiale, la réforme de la formation initiale sur la base de la création de 20 000 emplois, ne plombe cette possibilité durablement. Je pense que c'est un mauvais choix qui a été fait là. Merci beaucoup pour vos réponses très claires, chers collègues. Qui a une question? Monsieur Magnier et Madame Blandin, vous... Écoutez, je ne sais pas si je vais avoir des questions pertinentes après tout ce qui vient de nous être dit, et notamment votre conclusion qui laisse à penser que les problèmes seraient aggravés par le gouvernement actuel, alors qu'il avait pensé bien faire, j'imagine, dans le cadre de la refondation de l'école, de remettre au goût du jour la formation des enseignants, même si c'est la formation initiale. Il me semble quand même que la masterisation, telle qu'elle était prévue précédemment, avec le manque de formation à la pédagogie, ce qui semble bien être un des problèmes de nos enseignants aujourd'hui, avait donné quand même des signes qui permettaient d'encourager un peu l'attractivité des métiers d'enseignants, puisque aussi on peut s'apercevoir que dans les dernières années, les jeunes étudiants ne venaient plus vers les métiers d'enseignants. Or, les quelques annonces qui ont pu être faites sur leur formation pouvaient permettre de voir une augmentation de l'attractivité du métier, puisque plus de 20 à 30% d'étudiants en plus sont venus dans les ESP par rapport à ce qui existait auparavant. Bon, peut-être qu'on s'est trompé. Comme vous l'avez dit, il fallait peut-être insister plus sur la formation complémentaire, enfin la formation continue des enseignants. Mais c'est une vieille lune, on la connaît, et je pense que les gouvernements successifs n'ont pas réussi à mettre en place correctement la formation continue, et c'est bien dommage. Vous avez parlé des années 80, je pense que là, il y avait surtout l'absorption d'un grand corps de remplaçants qu'il fallait, pour qu'ils soient titularisés et qu'ils aient à peu près le niveau qu'avaient ceux qui sortaient des écoles de formation. Alors là, il y a eu un gros effort qui a été fait, je m'en souviens, puisque à l'époque, j'ai connu beaucoup de ces collègues qui sont rentrés et qui sont devenus titulaires de la fonction publique. Je ne suis pas sûr que qu'on leur ait donné une formation comme celle dont on parle aujourd'hui aux difficultés qu'on est en train de rencontrer. En tout cas, vous l'avez bien fait ressortir, on a perdu 10 ans certainement. Si on avait des choses à faire il y a 10 ans, on aurait peut-être dû les faire. Moi, je crois qu'on est quand même dans une situation qui ne tient pas forcément à une réponse en formation ou en d'autres domaines, même si c'est important. L'école est dans la société change, la société évolue, et malheureusement, l'école n'est pas un îlot qui échappe à tout cela. La mondialisation, Internet, vous avez évoqué toutes ces questions-là.
Moi, je me souviens dans les années 80, quand on a commencé à parler du voile dans les écoles, c'est un principal de collège dont j'ai oublié le nom, qui a été le premier à faire des déclarations tonitruantes devant la presse. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un problème du voile à l'école. Exactement. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un problème de voile à l'école. Moi, j'étais enseignant depuis quelques années déjà, et j'avais des élèves dans une zone prioritaire qui, effectivement, venaient voiler parfois, et ça ne posait aucun problème à cette époque-là qu'elles viennent voiler, puisque, à la limite, c'était une tenue vestimentaire qui n'était pas plus stigmatisante qu'une autre, ou plus remarquable qu'une autre. À partir du moment où il y a eu une médiatisation de cette question du voile, il y a eu un problème national, voire international, et puis on s'est mis à dire que c'était la laïcité qui était mise en cause. Moi, je peux vous assurer qu'on recevait à cette époque-là beaucoup de jeunes Turcs qui arrivaient dans nos écoles de zone prioritaire. Certaines étaient voilées, d'autres ne l'étaient pas, suivant la façon dont on parlait avec leur famille, dont la famille était perméable ou imperméable aux valeurs de l'école et de la République. Et quand on arrivait à discuter avec les parents d'élèves, eh bien, il n'y avait aucun problème pour que les élèves à l'école ne portent pas de voile. Mais à l'époque, je vous dis, on ne posait pas ce problème-là, parce que ça n'était pas un problème d'agression vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des valeurs de la République, vis-à-vis de la laïcité. Et petit à petit, les choses se sont emballées. On a, sur tous ces signes distinctifs, fait tout un problème qui a été, je pense, entretenu par les médias et dont s'est saisie une formation politique, effectivement, qui petit à petit a fait son miel sur cette affaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit bien que dans la vie publique, la vie politique, même si c'est insidieux, eh bien, tout cela est utilisé et c'est très malheureux que ça le soit. Et moi, je pense que les forces démocratiques, les partis démocratiques, alors on n'est pas là pour mettre la poussière sous le tapis et dire il n'y a pas de problème. Mais je crois aussi qu'on a très intérêt à faire très attention à la publicité que l'on donne à tout cela. Vous avez dépeint des situations qui sont, quand on est enseignant ou quand on s'intéresse à l'école, qui paraissent dramatiques et qui disent tout est perdu, on ne peut rien faire, on n'arrive pas à trouver de solution. Or, les situations que vous avez décrites, elles existent dans certains quartiers, c'est vrai. Il ne faut pas les nier. Mais moi qui suis élu dans un secteur rural, dans des secteurs périurbains, je vois cela, les choses se passent plutôt bien. J'étais encore la semaine dernière dans un forum des collégiens pour le lycée. J'ai rencontré 1500 collégiens qui de toutes origines, n'ont pas ces questions, ne se posent pas ces questions, regardent effectivement vers l'avenir, regardent vers quel métier ils vont pouvoir aller. Mais je pense que quand on parle avec les professeurs, ce ne sont pas les préoccupations d'un grand nombre d'enseignants majeures et prioritaires que ces questions de provocation par rapport aux valeurs de la République. Elles existent. À mon avis, il y a un tort aujourd'hui, c'est de les mettre en avant sur la place publique en permanence, et je crois que l'effet d'entraînement se fait. Et il se fait tellement bien qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de cela. On met en cause, bien entendu, d'abord le gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, c'est normal, c'est lui qui est en responsabilité. On met en cause d'une manière un peu souterraine les enseignants et la façon dont ils ont manqué d'autorité, il manque d'autorité. Comme vous l'avez dit, l'autorité, ça ne se décrète pas, ça ne s'acquiert pas, c'est un peu... Mais ça s'apprend quand même à diriger une classe, la pédagogie. Alors, moi je n'ai une question, la question que je voulais vous poser, mais vous y avez un peu répondu, c'est depuis que vous avez fait ce rapport, c'est-à-dire dans le début des années 2000, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les choses se sont tellement aggravées? On pourrait dire, à ce que vous avez dit, à ce que vous en venez d'entendre, que oui, qu'elles se sont vraiment aggravées. Est-ce que la population scolaire aujourd'hui est plus difficile dans sa réalité qu'elle l'était il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans? On a connu des périodes d'immigration. Moi, j'ai connu dans mon quartier, à Clermont-Ferrand, des quartiers tout entiers, peut-être un peu ghettoisés, qui ont commencé à se ghettoiser à ce moment-là, avec des populations qui ne sont pas effectivement de la religion majoritaire dans ce pays et qui